Bonjour, je vous retrouve pour un petit défi lecture, j'aime bien faire ça. Vous le savez, j'aime bien vider ma pile à lire et j'essaie de trouver des façons un petit peu originales ou des façons qui changent de la vider parce que sinon je vais toujours vers les livres qui me donnent le plus envie et il y a des livres qui restent là après des années. Donc pour éviter ça, j'essaie à peu près une fois par mois de me faire un défi pour vider ma pile à lire. Le dernier en date c'était, et il est là, de lire le livre qui me faisait le plus peur. Et là, je vais lire donc 2 livres dans ce défi lecture. Premièrement, je vais lire le livre le mieux noté de ma palle et après le livre le moins bien noté. Et on va essayer de discuter de la notation des livres, de ce que j'en ai pensé, est-ce que je suis d'accord avec les moyennes données. Sachez que j'utilise Goodreads, je vous mets, si j'y pense, mon profil Goodreads, mais sinon c'est toujours Aurélie des livres, donc en barre d'infos. Et j'utilise donc les notes qui sont là-bas, sur cette plateforme pour choisir le meilleur et le pire livre de ma palle. Petit disclaimer, je n'ai pas pris les essais et je n'ai pas pris les livres en anglais parce que je me suis dit que pour comparer et pour pouvoir discuter des notes, c'était quand même plus simple de pouvoir comparer 2 livres à peu près équivalents, donc 2 fictions, 2 romans, et en plus les choses ont bien été faites puisque les 2 livres sont des livres de littérature blanche, donc en plus je vais pouvoir comparer dans le même univers et vous allez voir, ce n'est pas le seul point commun vu qu'on a aussi de la fiction historique en point commun. Donc ça va être beaucoup plus simple pour pouvoir juger. Le livre qui est le mieux noté à 4 étoiles 58 sur 5, ce qui est déjà pas mal. La note a baissé au fur et à mesure qu'il a été davantage lu parce que c'est un livre sorti tout récemment pour la rentrée littéraire de septembre 2024, donc parfait, comme ça je suis dans l'air du temps et j'ai arrêté la note au moment où j'ai choisi les livres pour cette vidéo. Le deuxième livre, le moins bien noté, est lui noté à 3,27 étoiles sur 5 toujours, et là j'avoue que en plus je connais quelqu'un qui l'a lu et l'avis de cette personne coïncide avec à peu près la note, donc du coup je sais vers quoi je vais tendre. Bref, trêve de bavardage et présentons les livres. Le livre le mieux noté de ma pile à lire est celui-ci, donc Jacaranda de Gaël Faye. Gaël Faye, c'est un auteur français, c'est aussi un musicien, un rappeur que j'aime beaucoup et j'avais adoré Petit Pays qui était son livre précédent. Donc ici on est dans une fiction historique et je vais vous lire le résumé vu que je sais pas trop de quoi ça parle, à part que ça va parler du Rwanda et du génocide Tutsi au Rwanda, parce que c'est des thèmes qui sont chers à Gaël Faye, mais à part ça, je ne sais pas plus. Donc le résumé. Quel secret cache l'ombre du jacaranda, l'arbre fétiche de Stella? Il faudra à son amie Milan des années pour le découvrir. Des années pour percer les silences du Rwanda, dévasté après le génocide des Tutsis. En rendant leurs paroles aux disparus, les jeunes gens échapperont à la solitude et trouveront la paix près des rivages magnifiques du lac Kivu. Sur 4 générations, avec sa douceur unique, Gaël Faye nous raconte l'histoire terrible d'un pays qui cessait malgré tout au dialogue et au pardon. Comme un arbre se dresse entre ténèbres et lumière, Jacaranda célèbre l'humanité paradoxale, aimante, vivante. J'attends une poésie, la poésie de Gaël Faye, la poésie qu'on retrouve dans ses textes de musique, la poésie que j'ai déjà retrouvée dans Petit Pays. J'attends d'en apprendre aussi davantage sur le génocide au Rwanda, même si j'avais lu un des livres que conseille Gaël Faye sur le sujet, qui est, je vais vous le trouver, celui-ci que j'avais vraiment bien aimé, Le génocide au village, le massacre des Tutsis au Rwanda par Hélène Dumas, qui est une historienne française. Et vraiment, je le conseille si vous voulez en apprendre davantage. Donc, je reviens à mes moutons. J'en attends tout ça, j'attends en fait d'être émue, d'en ressortir bouleversée. J'attends aussi des thèmes importants. On a dans le résumé le thème du pardon, de l'humanité, de l'écoute, de la reconstruction. Bref, j'en attends tout ça et j'espère ne pas être déçue et lui donner une aussi bonne note qu'il a sur Goodreads. Le deuxième livre, donc le moins bien noté, c'est aussi un livre, je vous disais, de fiction historique et il a 3 étoiles 27 sur Goodreads, donc c'est quand même pas énorme. Et je l'ai en numérique, c'est La Louisiane de Julia Mali, je sais pas comment ça se prononce. Je pense qu'elle n'est pas francophone, cette dame. Et je l'écoute aussi en audio, j'alterne entre les 2 supports.
C'est un livre que j'avais hésité à mettre dans ma palle pour les États-Unis, vu que je passais en Louisiane et que ça se passe en Louisiane, mais que j'avais pas mis au final parce que je me suis dit que j'avais suffisamment de livres, et notamment j'avais un livre qui se passait pareil en Louisiane, et je voulais pas que ça soit trop redondant dans mes lectures, et surtout que l'avantage du coup de ce livre-là, c'est que maintenant je vais pouvoir me replonger dans mon voyage et associer des images à ce que je lis et des images de mes propres souvenirs de ce que j'ai pu visiter. Donc je suis très contente à cette perspective de pouvoir faire ça. Je vous lis le résumé. Paris 1720. Marguerite la supérieure de la Salpêtrière est mandatée pour sélectionner une centaine de femmes volontaires qui seront envoyées en Louisiane afin d'y épouser les colons français. Parmi elles, 3 amies improbables. Une orpheline de 12 ans à la langue bien pendue, une jeune aristocrate désargentée et rejetée par sa famille, ainsi qu'une femme condamnée pour avortement. Comme leurs compagnes à bord de la Baleine, Charlotte, Pétronie et Geneviève ignorent tout de ce qui les attend au-delà des mers. Elles n'ont pas leur mot à dire sur leur avenir. Ces étrangères réunies par le destin devront braver l'adversité, maladie, guerre, patriarcat, traverser une vie faite de chagrin, d'amour, de naissance et de deuil, de cruauté et de plaisir inattendus, et d'une amitié forgée dans le feu. Un roman d'une profondeur et d'une émotion saisissante qui nous transporte au cœur d'une terre impitoyable, aux côtés d'héroïnes animées d'une extraordinaire soif d'amour et de vie. J'attends dans cette fiction historique de découvrir encore des choses, même si c'est des choses que j'ai connues notamment grâce à ce voyage en Louisiane, mais du coup découvrir encore un pan de l'histoire, en tout cas un point de vue féminin sur cette histoire, un point de vue qu'on raconte très peu dans la colonisation, et donc je trouve ça intéressant d'avoir cette histoire du point de vue des femmes. J'attends aussi un roman sororal et une certaine sororité féminine entre ces femmes qui sont du coup déportées, qui vont servir juste à reproduire la population en Louisiane et donc à servir le pouvoir grâce à leur ventre. Donc j'attends quand même quelque chose d'engagé. Mais comme je vous le disais, j'ai une amie qui l'a lu et je connais son avis. Ce qui en était ressorti de sa lecture, c'est qu'on avait du mal à identifier tous les personnages, à s'attacher à elle, et que c'était assez lent au début, si je me rappelle bien ce qu'elle m'avait dit. Donc j'attends de voir. Et j'espère que je vais, pour le coup, passer un bon moment de lecture et qu'en fait, c'est le risque avec ce défi, pas détester un livre. J'ai aussi très peur d'avoir un préjugé négatif parce que les gens n'ont pas aimé le livre et du coup, j'ai peur que ça influence également ma lecture. Mais ce sera des pistes de réflexion que j'évoquerai ou en tout cas que j'essayerai d'évoquer à la suite de ma lecture. Je vous retrouve quand j'ai lu ce livre. Je vous retrouve parce que j'ai terminé Jacaranda du coup de Gaël Faye, le livre le mieux noté de ma palle. Je vous rappelle qu'il avait 4 étoiles 58 sur 5 sur Goodreads au moment où je l'ai lu et j'ai vraiment adoré. Ça a été une très très bonne lecture, ça n'a pas été un coup de cœur. Je suis hyper difficile niveau coup de cœur, mais ça a été une lecture vraiment marquante, intéressante, émotionnellement riche. Je vais vous en parler plus en détail. J'ai adoré le personnage de Milan qui est Milan, je sais pas trop, qui est notre narrateur qu'on suit sur plusieurs décennies. Et en fait, c'est grâce à lui qu'on va apprendre davantage de choses sur le Rwanda, mais aussi sur ses relations. Et en fait, j'ai trouvé que ça marchait bien parce que comme Milan est un métis franco-rwandais et qui connaît pas grand-chose à son pays d'origine, on en reparlera, et ben ça nous place dans la même situation que lui si jamais on ne connaît pas grand-chose au Rwanda. Il m'a beaucoup touchée par les problématiques qu'il soulève à la fois en tant qu'Européen et Français qui part au Rwanda, mais aussi par rapport à ce qu'il traverse une fois arrivé au Rwanda et notamment dans ses relations avec sa mère. C'est vraiment quelque chose que je vais en retirer du roman parce que c'était assez touchant et je vais le développer juste après. J'ai évidemment bien aimé le personnage de Stella qui incarne parfaitement pour moi que Gaël Faye veut montrer avec ce livre et pareil, j'en reparle juste après. Évidemment, ce qui m'a le plus marqué, mais c'était sûr, c'est les thèmes abordés dans ce livre. Il y en a plein. Moi, j'en ai repéré 3, dont les 2 derniers, vous allez voir,
qui sont fortement liés. Donc pour moi, 3 thèmes qui m'ont marqué, il y a l'histoire du Rwanda, forcément, le thème autour du silence des non-dits et donc de la transmission, et le 3e thème, le thème des émotions. Dans ce livre, on apprend évidemment des choses sur l'histoire du Rwanda, sur le génocide, mais aussi sur la période avant et après ce génocide. Et on remarque bien dans la manière dont l'histoire est rédigée et écrite que ce génocide, c'est pas un fait exceptionnel à un moment donné, mais qu'il y a eu des conditions préalables qui ont mené malheureusement à ce génocide. Si vous ne connaissez rien à l'histoire du Rwanda, je trouve ça plutôt intéressant comme porte d'entrée, et grâce à ça, vous allez comprendre en fait les bribes de l'histoire du Rwanda. Alors c'est pas suffisant, mais je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée, et en ça le travail est bien fait parce que Gaël Faye il arrive à populariser, dans le sens à toucher une majorité de personnes, des personnes en plus néophytes, à leur faire du coup connaître l'histoire du Rwanda et de ce génocide et de la mémoire de ce génocide, et ça j'ai trouvé ça très intéressant. On met surtout l'accent ici sur la période après le génocide. Petit Pays, c'est l'autre livre de Gaël Faye, on est plutôt sur les événements avant et pendant le génocide, et ici on est plus sur l'après, sur la question de la reconstruction de cette société, j'y reviendrai, mais surtout sur les procès et la forme de choix juridique qu'a fait le Rwanda et les Rwandais et Rwandaises pour juger les criminels du génocide. Ici on a le choix de procès qui sont faits à des échelles locales, vraiment au cœur des événements, donc dans des villages. Les juges ne sont pas des professionnels tout le temps, c'est délégué à des dignitaires, des savants du village, donc le maître d'école, le maire, etc. Et en fait, il y a l'idée derrière de pouvoir expier par la parole ce qui s'est passé, et comme ça aussi, les victimes vont pouvoir apprendre ce qui s'est passé, ce qui a tout concerné leur famille, leurs amis, leurs proches, et trouver une forme de pardon. Il me semble qu'à l'inverse de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, au Rwanda, il y a des peines de prison qui ont été prononcées. Il me semble également que les coupables bénéficiaient de remise de peine si ils et elles confessaient l'entièreté de leurs crimes au moment de ces procès publics. Et c'est intéressant parce que ces procès publics en droit, c'est un mélange entre des droits coutumiers, mais aussi le droit national et international. Donc on revient sur tout ça, et j'ai trouvé ça intéressant. Encore une fois, c'est très bien vulgarisé, c'est une super porte d'entrée dans l'histoire de ce pays qui est encore très mal connu en France, malgré la responsabilité de la France dans ces événements et dans le génocide. Et donc ça, c'était le premier point que j'évoque maintenant, mais surtout c'était un des points auxquels je m'attendais. En fait, en lisant ce livre, je m'attendais à lire quelque chose en lien avec le Rwanda et une vulgarisation et une popularisation de ces thèmes, et j'ai pas été déçue. Le deuxième point qui m'a marqué, et en fait je m'attendais pas forcément à ça, mais vous allez me dire c'est lié au premier point, donc j'aurais pu m'y attendre, c'est la question du silence des non-dits et donc de la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet, et déjà, et surtout, est-ce que on transmet? Je vous disais, Milan, il est franco-rwandais. Sa mère est rwandaise et elle ne parle absolument pas du pays. Pour elle, sa vie commence au moment où elle est arrivée en France, où elle a émigré en France. Et donc, elle va pas transmettre le pays, elle va pas le transmettre dans la culture, dans la langue, dans la cuisine, enfin voilà, il n'y a aucune transmission. Et en fait, la première fois que Milan entend parler du Rwanda, c'est au moment du génocide, et des images passées au JT, et il est en train de dîner avec ses parents et il se rend compte de ça, et il entend parler du Rwanda pour la première fois à ce moment-là, et il est assez choqué, et on peut le comprendre. Et donc cette thématique, elle va traverser tout le roman, et pour moi c'est la question principale de ce que pose Gaël Faye avec ce livre, c'est la question de la transmission. Donc la question de la transmission, comme je le disais, entre le fils et sa mère, mais du coup plus largement ça fait écho à la question de la transmission dans l'immigration, et notamment en France, cette nécessité qu'avaient les premières générations de s'assimiler, et donc assimiler ça veut dire aussi perdre ses cultures, ses racines, etc. Et l'idée de laisser derrière soi, une fois arrivé en France, ces cultures qui viennent enrichir en fait l'individu pour pouvoir être français, française. Et donc c'est un thème qu'on retrouve dans beaucoup de parcours migratoires, et qui est aussi un moment de rupture biographique entre les premières et les générations suivantes, surtout nées en France, de cette immigration. C'est un thème par exemple qu'on retrouve dans L'Art de perdre d'Alice Zeniter, qui est pareil aussi incroyable. Et dans ce livre, il n'y a pas que la question
question de la transmission, du non-dit, du silence et des difficultés que cela engendre. Parce qu'en fait, dire l'indicible, c'est aussi un exercice périlleux. Et ces questions-là ne sont pas que au sein d'une famille, elles sont plus largement posées au sein de ce pays. Parce que comment dire ce qui s'est passé, comment décrire l'horreur qu'a été ce génocide. Là, ça fait écho à des textes notamment peut-être plus connus en France sur comment raconter les camps de concentration. Et c'est ces questions-là qu'évoque l'auteur. Comment parler de ça entre les survivants et survivantes? Comment parler de ça avec les victimes, entre les victimes, mais aussi avec les victimes et les survivants, survivantes, entre les victimes et les coupables, les bourreaux, les criminels qui, eux et elles, sont encore vivants. En fait, comment rétablir le dialogue dans cette société? Et c'est pour ça, là aussi, que les procès ont un rôle clé fondateur à jouer. C'était la même chose pour la période après apartheid en Afrique du Sud. Les procès comme aussi voie de réconciliation, ou en tout cas moyen de créer du lien social, de recréer cette cohésion sociétale qui est nécessaire du coup pour faire pays. Et si on creuse cette question-là au sein du pays, au sein du Rwanda, on a une opposition générationnelle qui est marquée notamment par la figure de Stella, ou en tout cas ce personnage de Stella vient illustrer ce choc générationnel avec le génocide, c'est 94, et donc on a la génération qui a connu le génocide, soit une génération qui a été émigrée, soit une génération qui l'a connu au sein du pays et qui en était soit coupable, soit victimes, et on a une génération, leurs enfants en fait, qui n'en ont pas connu et qui comprennent pas en fait comment et pourquoi tout tourne autour du génocide, pourquoi les commémorations durent plusieurs mois, pourquoi on en parle autant et pourquoi on fait pas fi de ça, on le laisse pas dans le passé pour pouvoir continuer à avancer. Et en fait cette question-là, elle s'explique également par le fait que les jeunes générations n'ont pas connu et ont peu de traces du génocide parce qu'encore une fois c'est dur de transmettre cette indicible, cette horreur, et ces questions-là ont été très importantes je trouve dans ce texte et m'ont beaucoup marqué. Et vous comprendrez du coup pourquoi j'évoque en troisième thème les émotions, parce qu'on passe par plein d'émotions. Les personnages connaissent plein d'émotions, la colère, la résignation, la joie, la tristesse, la culpabilité, voilà. Et en fait, je trouve ça intéressant d'avoir un panel d'émotions qu'on va pouvoir discuter par rapport aux événements narrés dans le texte, et aussi se rendre compte qu'un événement donné ne correspond pas à une émotion donnée, y compris quand on a été victime du génocide, et on a des personnages qui discutent de ça et qui vont essayer de creuser pourquoi ils, en l'occurrence ces deux hommes, ressentent ça, alors qu'une troisième personne ne va pas du tout, par exemple, vouloir se venger, et donc questionner les émotions qu'on peut ressentir autour de la vengeance, et par ce filtre-là, par ce biais-là, du coup, aller questionner les événements subis, en l'occurrence. J'ai vraiment bien aimé ce livre, il répond à toutes mes attentes, qu'elles soient personnelles, quand je l'ai acheté en me disant c'est ça que je veux lire, et ça a été exactement ça, donc je suis très contente. Elle répond également à mes attentes pour cette vidéo, parce que j'espérais aimer le livre le plus aimé de ma palle, et c'est le cas. Je vous disais donc 4 étoiles 57 sur 5, c'était très précis. Moi j'ai mis 4 étoiles, mais parce que sur Goodreads on peut pas mettre des demi-étoiles, mais j'aurais mis 4,5. Donc en fait je suis dans la moyenne des notes, enfin j'ai la même note que la moyenne donnée. Et je mets pas 5 étoiles parce que pour moi 5 étoiles c'est réservé au coup de cœur, et ça n'a pas été un coup de cœur. En fait je pense, c'est étrange ce que je vais dire, mais pour que ça soit un coup de cœur, il aurait fallu que je connaisse pas l'histoire du Rwanda, que je sache pas où je mette les pieds, un peu comme ça me l'avait fait avec Petit Pays, et que je découvre, parce que du coup en connaissant plutôt bien ce qui s'était passé, je savais où on allait aller et vers quoi on allait tendre et qu'est-ce qu'on pouvait ressentir, les thèmes abordés. Donc en fait je connaissais assez bien et j'ai pas eu cet élément de surprise, et j'ai pas été emportée par le récit. Alors on s'entend, hein, j'ai adoré, mais j'ai pas été submergée par ce récit, j'ai pas ressenti des émotions décuplées comme j'ai pu l'avoir avec Petit Pays, où je connaissais pas grand chose de cette histoire, mais je le redis, j'ai adoré, et la plume de Gaël Faye est toujours aussi poétique. S'il passe par là, j'aimerais bien que le prochain livre ne sorte pas dans 10 ans, voilà, qu'on en ait plus régulièrement, parce que c'est un auteur que j'aime vraiment, vraiment beaucoup.
Rebonjour, je vous retrouve parce que j'ai terminé La Louisiane de Julia Miley. Pour rappel, le livre était noté 3 étoiles 27 sur 5 sur Goodreads et moi je lui ai mis une note de 2 sur 5. Voilà. Et je l'ai à moitié lu et à moitié écouté en audio et je suis un petit peu déçue de cette lecture, mais il faut le souligner, ça rentre parfaitement dans le cadre de ce challenge où je voulais lire le pire livre de ma palle ou celui qui est le moins bien noté, et effectivement mon avis correspond à la note moyenne globale, mais on y reviendra un tout petit peu plus tard. Alors qu'est-ce que j'ai pas trop aimé dans ce livre ou moins aimé? Tout d'abord, je m'attendais à avoir un cadre historique beaucoup plus développé, vraiment être davantage ancré dans l'histoire de la Louisiane et dans l'histoire de cette colonisation par les Français. Alors oui, c'est la trame de fond, bien évidemment on en parle, mais en fait j'ai trouvé ça trop succinct, limite comme si c'était un prétexte à l'histoire. J'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'ancrage historique et j'ai appris peu de choses, et même les descriptions, les ambiances m'ont semblé assez éloignées, ou elles manquaient de détails, et j'ai été déçue parce que vraiment je pensais lire une fiction historique et c'était vendu comme telle, et force est de constater que ça ne l'est pas totalement. Deuxième point, j'ai trouvé les personnages peu intéressants. On suivait plusieurs femmes et elles vivaient quasiment la même chose, donc oui, c'est intéressant pour montrer que c'est le facteur femme, le facteur de sexe, de genre qui explique ces histoires, ça c'est sûr que c'était intéressant, mais en fait en termes de lecture c'est un petit peu pauvre, c'est assez redondant, et en plus j'ai eu du mal à les distinguer, ces personnages, et le fait qu'elles vivaient la même chose n'aidait pas en fait. Bref, ça l'a pas fait en termes de personnages. J'avais également du mal à comprendre leur motivation des actions, pourquoi elles agissaient ainsi, ce qui était peu expliqué. Parfois on avait des explications plusieurs centaines de pages plus loin. Bref, j'ai trouvé ça pas forcément très cohérent en termes de personnages. Il y a un troisième point qui m'a pas convaincue, c'est les relations lesbiennes. Alors pourquoi pas, mais là j'ai trouvé que c'était forcé, que c'était rajouté exprès un peu pour valider une case et se dire bah voilà, en fait il y avait des relations lesbiennes, c'était quelque chose de très invisibilisé, oui, et ça aurait pu être très bien, mais là j'ai trouvé que c'était vraiment forcé le trait. Ça arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe que quasiment tout le monde en avait eu, et j'ai pas trouvé ça très convaincant, notamment remis dans le contexte historique du XVIIIe siècle avec une lesbophobie incroyable. Par contre, ce qui m'a intéressée, il y avait quand même des points positifs, sinon j'aurais DNF le livre, même si c'était l'objet de cette vidéo. Et donc dans les points positifs, il y a la notion de sororité qui m'a intéressée. Ça faisait partie des attentes que j'avais vis-à-vis de ce roman, et j'ai pas été déçue. J'ai trouvé que cette sororité, elle était bien écrite pour le coup, parce que la sororité, elle n'était pas un passage obligé, elle n'était pas une obligation. En fait, ces femmes décidaient à des moments, pour des motivations plus ou moins légitime, d'être solidaire avec une autre femme. Et en fait, ces relations entre femmes et cette sororité, elles n'étaient pas imposées et elles dépendaient des événements, elles dépendaient des bouleversements, que ce soit des bouleversements historiques, les guerres, etc., mais aussi des bouleversements en termes de parcours biographique. Quand une femme déménage à l'autre bout de la Louisiane, c'est plus compliqué pour elle d'être solidaire, sororale avec ces autres femmes parce qu'elle les voit plus tout simplement. Et j'ai trouvé que les passages de sororité, ils témoignaient de cette ambiguïté du lien qu'il pouvait y avoir. On partait sur cette base de solidarité, sororité, parce qu'en fait il n'y avait pas le choix et que leurs conditions de vie étaient misérables, très difficiles, et qu'elles avaient malgré tout créé des liens plutôt forts. J'ai trouvé ça intéressant qu'elles soient teintées de moments où on réfléchissait sur est-ce qu'on va être solidaire, sororale avec cette femme, par exemple, qui est une avorteuse, et que ça vient contre nos idées et nos valeurs morales. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, comment, encore une fois, c'était ambigu, c'était pas tout blanc, pas tout noir, c'était vraiment gris, et c'était des questions que j'ai trouvées intéressantes. Autre point que j'ai trouvé intéressant, malheureusement il arrive à la fin du livre, c'est qu'on a en fait l'histoire de 4-5 femmes blanches françaises émigrées de force en Louisiane, et à la fin on a le point de vue d'une jeune femme du clan Natchez, je sais pas comment ça se prononce, donc d'un peuple qui vivait là avant la colonisation française et européenne, et on a son point de vue, sur toute l'histoire, on a son point de vue sur cette colonisation, on a ce point de vue sur l'extinction, ce génocide, on a ce point de vue sur les guerres entre les blancs
et ce peuple. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je trouve que ça venait apporter quelque chose qui manquait au récit, à savoir une dimension plus interrogatrice, plus nuancée, même plus politique en fait, plus militante sur le récit qu'on était en train de lire, où c'était finalement pas que des tranches de vie de femmes qui avaient à mon sens peu d'intérêt, même si en fait l'intérêt réside dans le fait qu'on a forcé des femmes à émigrer et que bien sûr ça c'est une catastrophe. Mais je trouvais que ce point de vue-là de cette jeune femme Natiez apportait une autre dimension au récit et je suis un petit peu déçue que ça a été que le temps d'un ou deux chapitres et j'aurais aimé qu'on ait cette dimension plus militante, plus politique, plus percutante sur ce qu'on était en train de lire dans tout le récit. Donc c'est pour ça il y a quand même des points positifs qui font que j'ai pas du tout abandonné ce livre en cours de route, mais ils sont marginaux et en fait toutes les craintes et les attentes négatives que j'avais dans ce livre se sont malgré tout avérées. Heureusement que je l'ai écouté en audio parce que ça m'a permis d'avancer plus vite, notamment pendant mes trajets en voiture où j'avais pas grand chose de plus à faire que de l'écouter. Et je voulais ouvrir un deuxième dans cette vidéo concernant du coup la notation parce que c'est quand même au cœur, au centre de cette vidéo, donc j'ai choisi pour rappel, le livre le mieux noté et le moins bien noté en fiction en version française dans ma palle selon Goodreads. Et en fait, ayons une réflexion du coup sur ces notes. Premier point qu'on peut dire, c'est que j'ai trouvé les notes plutôt fidèles à ce que moi j'ai pu ressentir. Oui, il y a un écart, notamment sur le livre La Louisiane où moi j'ai mis que 2 étoiles alors qu'il a 3,27 étoiles et maintenant 3,26, je suis allée re-regarder. J'ai trouvé que c'était quand même des indicateurs plutôt fiables. Il n'y avait pas un écart considérable entre mes notes à moi sur ces livres, mes notes personnelles et les notes moyennes globales. Donc la question se pose de savoir si c'est un indicateur dont je pourrais tenir compte pour des prochains achats. Je verrai, je testerai parce que je suis plutôt curieuse de le faire et on verra ce que ça donne. Deuxième point qui est intéressant, c'est la question de qu'est-ce qu'on note. En fait, quels sont les critères de notation parce qu'on n'a pas tous les mêmes critères de notation et en fait dans une note qui est d'ailleurs une note entière de 0, je suis même pas sûre qu'on puisse mettre 0, de 1 à 5, où on peut pas mettre de demi-point, de quart de point, c'est vrai qu'on est moins précise, on est moins peut-être fidèle à ce qu'on ressent. Et en fait se posent aussi les critères de cette notation. Qu'est-ce qu'on note? Et on note pas tous la même chose. Moi je sais, et c'était l'objet d'une vidéo sur cette chaîne, que j'ai une préférence dans les récits pour l'histoire, les événements, pour l'avancée de l'histoire, alors que je sais que certains vont rechercher le développement des personnages, cette psychologie, et finalement si il n'y a pas d'histoire, si l'histoire n'avance pas beaucoup, mais qu'on a une psychologie des personnages très développée, ces personnes-là vont aimer le livre, qui peut me plaire, mais c'est vrai que c'est pas mon critère préféré pour aller, ou mon critère numéro 1 pour me diriger vers un livre. Pareil, le world building, ça peut être intéressant, moi j'aime bien, mais il faut pas que ça soit au détriment de l'histoire. Et c'est vrai que tout ça, tous ces critères qui sont pas communs, et qu'on peut pas individualiser et noter chaque critère, du fait encore une fois de la plateforme qui ne propose d'avoir qu'une note globale, un avis final. C'est vrai que la question de la note peut s'avérer plus compliquée, pour noter, mais aussi en tant qu'indicateur de nos lectures. Donc ça, c'était quelque chose peut-être d'évident, mais que j'avais envie de ressouligner ici, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on note? Et ça, c'est quelque chose dont on parle peu, on a l'habitude de noter nos lectures, mais qu'est-ce qu'on note et que veut dire cette note? Troisième point qui m'a semblé aussi important, c'est l'échelle de valeur. Quand on note, et cette question de la notation, elle est ancrée dans nos sociétés, on passe notre temps scolaire à être noté, on est évalué dans le monde du travail, donc vraiment l'évaluation, la notation même, elle a une place importante dans nos vies, on note quasiment tout, nos expériences clients-clientes, la nourriture, bref, on note quasiment tout. Et là où peut-être, et pas toujours, mais dans le cadre scolaire, on a l'objectif final, on sait à quoi équivaut le fameux 20 sur 20. Là, c'est vrai qu'on se sent un petit peu démuni face à ce que vaut le 5 sur 5. Et il n'y a pas d'accord, il n'y a pas consensus sur ce point-là. Du coup, moi, ça a été une question qui est souvent soulevée dans mes lectures, à la fin en tout cas quand je les note. C'est ce fameux 5 sur 5. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pour moi, le 5 sur 5, ça serait la meilleure des lectures. Donc en fait, celle qui m'a le plus touchée, celle en fait pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. Sauf que pour certains et certaines, et c'est pas du tout une critique, le 5 sur 5, c'est une très bonne lecture, sans que ça soit un coup de cœur. Donc si le 5
sur 5 c'est une très bonne lecture sans coup de cœur. Comment on note le coup de cœur? Ça revient à ma question précédente. Mais du coup, on n'a pas la même notation du 5 sur 5. Donc, dans ce cas-là, si c'était une très bonne lecture, une excellente lecture sans coup de cœur, Jacques Aranda aurait eu 5 sur 5 pour moi. Donc voilà, on ne sait pas en plus vers quoi tend ce fameux 5 sur 5 et donc comment utiliser ce panel de notes. Et c'était une question qui, moi, m'a traversé l'esprit à plusieurs moments quand j'ai des très bonnes lectures mais pas des coups de cœur. Et donc voilà, ça impacte forcément les notes et les manières de noter. Et dernier point qui me semble intéressant, c'est au final pourquoi noter nos lectures ou pourquoi noter nos loisirs. Je n'ai pas de réponse à cette question, j'ai des pistes d'analyse, dont la première est celle évoquée, c'est qu'on a l'habitude d'être noté, on vient d'un système scolaire qui note tout le temps, et où c'est un peu le saint graal cette notation, et ça peut-être ça développe une obsession de la note dans nos sociétés et dans nos individualités. Ça, c'est assez compliqué, mais c'est un débat très intéressant sur faut-il noter ou pas à l'école et comment évaluer à l'école, mais qui n'a pas cadre dans cette vidéo, mais on peut toujours en parler si vous voulez. Et aussi se pose la question de pourquoi on a le besoin de hiérarchiser, de quantifier des moments qui sont censés être des moments de plaisir. En fait, d'où vient cette envie d'à chaque fois quantifier nos moments de plaisir et dire ce moment-là de plaisir m'a rapporté plus de plaisir, de bonheur, de satisfaction que ce moment-là. Et donc que ce livre m'a apporté plus que ce moment-là. Je n'ai pas du tout, encore une fois, de piste de réponse, mais c'est une question qui m'intéresse, qui a été notamment soulevée depuis que j'utilise les plateformes, par exemple Goodreads pour mes lectures. Moi-même, je note mes lectures. Donc voilà, c'est des questions que je laisse ouvertes. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi, ça m'intéresse beaucoup. Et voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à faire l'expérience, vous, de lire le pire et le meilleur livre de votre PAL et de voir si ça correspond un peu, si votre avis à vous correspond à l'avis général. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!